Salut, je pense qu'il y a une seule personne qui est connectée. Agathe, ça va bien? Oui, oui, vous? Ouais, ça va super bien aussi. Donc, je vais me présenter rapidement, le corriger. Mon ordinateur s'est éteint, donc la version actualisée n'est pas là. Ça dit pour certaines questions, je pense que la question 5 et puis la question... Ouais, c'est juste la question 5 qui est... La réponse est B en fait, donc je pense qu'on pourra le corriger. Et puis bon, voilà. Donc, je vais me présenter le corriger et puis bon... S'il y a des questions, vous pouvez me demander. OK? Oui, merci. C'est parfait. Donc, la première question est de savoir si c'est vrai ou faux. Donc, dans le marché de demande d'offres. Donc, une chose certaine, le prix va diminuer. Bon, pour la quantité, on ne sait pas. Donc, la réponse, c'est faux. Donc, le prix baisse, mais la quantité est incertaine. Donc, on ne sait pas exactement comment la quantité va bouger, mais on sait que le prix va baisser. Donc, là, on nous dit que ça va suivre vraiment d'augmenter le prix et la quantité d'équilibre. Bon, déjà, c'est faux le fait qu'on dise que le prix va augmenter. La deuxième question, on dit si pour un modèle de vélo, une augmentation du prix de 1% a l'effet de diminuer la quantité demandée de 1,5%, on peut dire que la demande pour le vélo est élastique. Oui, c'est vrai parce qu'on va calculer, quand on calcule, donc, comme ce que j'ai présenté au labo, donc ça fait 1,5 divisé par 1, ça fait 1,5. Donc, c'est supérieur à 1. Alors, ici, donc la question 3, c'est John qui peut avoir deux biens, donc film et vélo. Donc, il y dépense tout son revenu. Et si John se trouve dans une situation où le ratio de l'utilité marginale au prix pour le film est supérieur à celui du livre, donc John retire plus d'utilité quand il consomme les films plutôt que quand il lit les livres. Donc, pour augmenter son utilité, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit augmenter la quantité des films parce que c'est ça qui lui procure la meilleure utilité. OK? Donc, le petit 3, donc la bonne réponse, c'est le petit 1. Le 4. Donc, arrêtez-moi dès qu'il y a quelque chose qui semble un peu flou. Donc là, on dit dans une année, Jean peut produire un maximum de 2000 unités de bois et 1600 unités de blé. Si sa courbe donc, de possibilité de production est linéaire, quel est son coût de renonciation d'une unité de bois en termes de blé? Donc, une unité de bois, ça fait combien de blé? C'est là, juste utiliser la règle de 3 que je vous ai montré en labo. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui ont choisi 5 cas. Dommage que on dit 1600 blé correspond à 2000 bois. Alors, donc, la question maintenant, on veut une unité de bois en termes de blé. Donc, un bois va faire combien de blé? Donc, ça fait 1600 fois 1 divisé par 2000. Donc, ça fait 1600 fois 1, c'est la règle de 3. 1600 fois 1 divisé par 2000. Donc, c'est ça qui va vous donner 4 cinquièmes. Donc, la bonne réponse est 4 cinquièmes. Le petit 5, on dit après, c'est une augmentation du prix. Hein. Après une augmentation du prix d'un bien A, selon l'effet de substitution, la quantité achetée de bien de A va devoir diminuer. Okay? La quantité va devoir diminuer. Et petit 6, voilà, on dit que si la demande pour le bien A est parfaitement élastique, donc horizontale comme ça, une augmentation de l'offre laissera inchangée la recette totale du vendeur. C'est faux, parce qu'une fois que l'offre augmente, donc la quantité vendue va être plus élevée pour le même prix, donc c'est sûr que la recette va augmenter. Et 7, on dit que si la courbe de demande vraiment est ça et la courbe d'offre est ça, alors l'incidence d'une taxe de vente de 10 $ par unité sera égale pour le vendeur et pour l'acheteur. Oui, c'est vrai. Il suffit juste donc de faire les calculs. Le 8. On suppose que dans la question présente, si la courbe de demande avait été plus inélastique, l'incidence de la taxe sur l'acheteur serait plus grande. Donc, si la courbe était plus inélastique, donc, dans ce cas, donc là, c'était un peu moins élastique et peu moins inélastique. Ici, c'est beaucoup plus inélastique. On voit bien que la perte
devient plus grande ici. C'est-à-dire que le nouveau prix P2 s'écarte plus du prix initial P1 que lorsque la courbe de demande est moins inélastique ici. 9. Donc la question, donc, contrairement donc, à ce qui est sur le quiz, c'est vraiment donc le bien B. Ce n'est plus le bien A. Donc, il y a certains qui m'ont répondu sur le bien A, ben, ça fait 0 complètement. La question est posée sur le bien B. Donc, le bien B, sa quantité demandée va augmenter au fur et à mesure que son revenu a augmenté. Donc, c'est un bien normal. C'est D qui est la bonne réponse. Alors maintenant, ici, tout le monde a presque trouvé ça. Donc, il y a 200 acheteurs et puis le prix est 10 $. Donc, s'il y a 5 unités que chacun veut acheter, donc ça fait 5 fois 200 qui a fait 1000 quantités qui vont être vendues et au prix de 10 $ chacun. Le 11, ben, bien entendu, ce qu'on sait, c'est que plus vraiment le taux d'échange est avantageux pour soi, plus vraiment on s'éloigne vraiment de sa courbe de possibilité de production. Donc, ce n'est pas plus près. On n'est pas plus près, donc c'est faux. Le 12, l'incidence de la taxe ne dépend pas de la partie sur laquelle la taxe est imposée, mais plutôt de l'élasticité relative des courbes et des demandes et l'offre. Oui, c'est vrai. Si vous imposez la taxe sur le vendeur, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le prix et ils vont se partager. Donc, l'acheteur aussi va payer une partie donc, de la taxe. Si vous mettez la taxe donc, au niveau donc, de l'achat du consommateur, ce qui va se passer, c'est que lui, il va vouloir acheter moins de quantité et tout. Et donc, finalement, ils vont se partager aussi donc, la taxe. Donc, c'est maintenant au niveau donc, de l'élasticité, donc la sensibilité des uns et des autres qui va jouer maintenant sur comment l'effet de la taxe va se répercuter. Le 13, si lors d'une diminution du prix d'un bien, l'effet de substitution est compensé exactement par l'effet de revenu, on peut conclure que la demande du bien est parfaitement élastique. C'est faux, parce qu'ici, il y a une compensation complète. Ça veut dire que le bien est inélastique. Ça veut dire que la quantité n'a pas du tout changé, alors que le prix a changé. OK. Le 14, bon, c'est une courbe que vous avez fait donc au quiz. Donc, quand tout a doublé, bien entendu, la courbe ne va pas changer. Le 15, voilà, on nous dit qu'il va y avoir un surplus. C'est une pénurie qu'il y aura. Il suffit juste donc de trouver le nouveau équilibre avec donc le prix plafond. Vous allez voir. C'est pas souci. Je vous enverrai pas le corriger, mais je vous enverrai le lien YouTube donc de l'enregistrement. Vous pouvez bien voir. Donc, pour ce qui concerne vraiment donc, le problème 1, okay, donc pour le Chili et le Brésil, bon, la courbe des possibilités de production, ben, il y en a qui l'ont représenté sur le même graphique, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais le Brésil détient l'avantage donc, de la production du bœuf. Okay, parce que quand il renonce vraiment à 60 fruits, et quand il renonce à 100 fruits, il arrive à produire 50 bœufs. Donc de 60 à 50, il fait beaucoup. Alors que le Chili, quand il renonce à 60, il fait seulement 20. Il n'arrive même pas à faire la moitié, c'est-à-dire les 30. Alors que lui, il arrive à faire la moitié. Donc le Brésil est beaucoup plus compétent donc, dans la production des bœufs. Et bien entendu, le Chili serait compétent donc, dans la production donc, de fruits. Donc il va exporter les fruits dans lesquels il sera beaucoup plus compétent. Il va avoir un avantage comparatif. Et D, bien entendu, il faut bien que le prix, quand ils vont échanger, se situe vraiment entre demi et un tiers. Vous voyez ici, le prix vraiment donc de fruits en termes de bœuf. Vous voyez, le fruit en termes de bœuf, un fruit, c'est à peu près un demi de bœuf ou un tiers de bœuf. Donc, ça fait un tiers de bœuf ici et puis un demi de bœuf ici. Donc, ce qui fait que tant que le prix se retrouvera donc entre un tiers et un demi, ils peuvent échanger. Mais quand le prix va être plus grand qu'un demi ou plus petit qu'un tiers, ça n'avantagera pas l'un ou l'autre. Tout comme la question PTE l'a demandé, on voit que l'échange qui est proposé, c'est vraiment 2 tiers de bœuf, qui est largement supérieur à un demi. Donc, le Brésil ne va pas accepter parce que le prix auquel on veut lui vendre dépasse même ce qu'il peut faire s'il devrait le faire lui-même. OK.
Le problème 2, c'est un problème typique vraiment donc, de l'équilibre. La majorité des personnes quand même l'ont trouvé. Donc, c'est 20-15, l'équilibre et la demande, l'offre. On sait tracer ça. OK. Donc, le surplus du consommateur, le surplus du producteur, donc avant qu'un prix plafond ne soit imposé. Et après, donc on vous demande le surplus, donc le calcul des surplus, c'est vraiment donc l'air ici, donc vous allez trouver 75 pour, donc je pense qu'après l'imposition, donc maintenant, le surplus, donc la perte du producteur, c'est ce qui est en rouge. Je pense que ça donne 75. Voilà. Cette R, ça fait 75. Donc, j'explique vraiment ici comment on trouve ça. OK. Alors, le petit D. Moi, j'ai une question. Oui. Dans la question, ça dit surplus du producteur. Si le gouvernement impose un prix plafond de 10 $, combien sera réduit le surplus du producteur? C'est ça, non? Oui, mais dans le graphique, il était marqué en bas, là. J'arrive. Je relis encore la question donc, dans l'exercice. Okay. Si le gouvernement impose un prix plafond, de combien sera réduit? Donc, c'est au niveau donc, de la réduction. Oui, c'est ici. OK. Parce que c'est la perte, en fait, la question, c'est vrai, oui. Ça pourrait paraître un peu confus, mais il dit par combien sera réduit. Donc, Mais moi, j'avais écrit que c'est réduit de 25 $. oui, ça veut dire que vous êtes en train de trouver ceci. Ah, OK. Mais je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Hein. Quand on va finir, quand je vais fermer, quand je vais enregistrer, on pourra regarder votre copie ensemble, OK? C'est bon, merci. Je pense que je ne devrais pas avoir sanctionné pour ça. Je n'ai pas été très, très strict, très dur dans la... Quand je remarque que la personne est un peu donc, sur le chemin à peu près, sur les petites questions de compréhension, bon, c'est pas ça le plus important, je vois. Bon, on va regarder ça après. OK. Alors, petit D. Donc, à la quantité échangée suivant l'imposition du prix plafond, quelle est la différence entre le prix chargé et celui que les acheteurs sont prêts à payer? Comment cette différence se manifestera-t-elle dans le marché? Donc, la différence entre le prix auquel les acheteurs sont prêts à payer et le prix plafond est de 7 $, 7,5 parce qu'avant, le prix est de 10. Maintenant, non, avant, le prix est de 17. Non, excusez-moi. Avant, le prix est de 10. Mais donc, maintenant, une fois qu'on a imposé un prix plafond, la quantité que les consommateurs sont prêts à payer va correspondre à un prix aussi. Donc, eux, ils sont même prêts pour cette quantité-là à payer un prix de 17,5. Du coup, il y a un gain de 7,5. Donc, cette différence va se traduire par un surplus plus élevé pour les acheteurs, par une pénurie parce que les producteurs vont vouloir produire moins alors que les acheteurs veulent acheter plus. Donc, les acheteurs, ils sont prêts à acheter et ils gagnent même parce qu'ils sont prêts à l'acheter à 17,5 et on leur vend ça à 10 $. Donc, ils gagnent. Ensuite, donc on nous demande donc le surplus après. Donc, le surplus maintenant après. Donc, ça va donner 87,5 et 50. Et la différence du surplus donc, pour le consommateur, c'est de 37,5. Là, tout le monde n'a pas vraiment trouvé ici. Ici aussi, donc c'est classique, c'est 400 et 200. Donc, 400 $ et 200 comme quantité. Et les surplus donc, de chacun, c'est 40 000 $. C'est pas vraiment compliqué. Donc, ici, maintenant, donc, quand on vient à la taxe, non, ouais, quand on vient à la taxe, vraiment donc à l'achat, donc la demande va se déplacer. C'est la demande qui va se déplacer vers la gauche. Il y en a qui ont fait l'offre. Bon, je n'ai pas vraiment tenu rigueur complètement, mais c'est pas juste. Je ne pas le point totalement. Et donc,
c'est que la demande va se décaler un peu, qui va donner donc 300. Donc, le surplus du producteur serait ça, le surplus vraiment donc des consommateurs serait ça parce qu'ils vont payer 500 au lieu de 400. Ils vont payer 500 en tout. Et voilà, donc ça va être le gouvernement qui va prendre ce qui est le rectangle. Et la perte serait ce petit-là. Donc, c'est ce que je représente ici. Donc, le surplus du gouvernement, c'est ça qui est en vert. La perte sèche, c'est en rouge. OK? Alors, donc, vous allez voir que quel est le surplus du gouvernement. Donc, ça va faire donc 7R. Donc, 500 moins 300, donc c'est 200 $ fois 150 quantités qui vont être échangées. Bref, pour chaque unité qui va être transactée, il va taxer 200 $. Donc, il y aura 150 unités au total qui vont être vendues. Donc, ça va faire 200 fois 150. Ça lui fait 5 000 $, je pense. Voilà. Non, ça fait 30 000 $. Ça fait 30 000 $. Et la perte sèche serait vraiment donc 40 000 plus 40 000 moins donc les deux pertes et le surplus du gouvernement. Moins le nouveau surplus, ils sont 22 500, moins donc les 30 000 qui sont les surplus du gouvernement, il va rester 5 000 comme perte sèche. Alors le dernier, c'est quand même le plus facile, mais les gens n'ont pas lu le cours. Donc, il suffit de donner la formule et puis d'expliquer vraiment comment ça bouge. Donc, c'est le pourcentage auquel la quantité va bouger. Si le prix bouge à tel, voilà. Si c'est infra 1 en l'autre, c'est inélastique. Si c'est supra 1 alors c'est élastique. C'est tout. Ça fait 4 points. Et ici, vous calculez juste ça. Vous allez trouver 5 tiers. C'est supra 1, donc c'est élastique. Ici, voilà, c'est un petit graphique qu'il faut faire. Peu sont ceux qui ont fait ça. Donc, vous prenez à un niveau donné, vous évaluez donc le 1% donc du prix et vous allez constater que ça va donner une certaine quantité vraiment donc de la demande. Quand vous vous retrouvez à quelque part ici encore, donc le prix est faible, 1%, ça va être beaucoup plus petit, 1% va être beaucoup plus grand et ça va vous donner une variation de quantité beaucoup plus grande ici, une variation de quantité beaucoup plus faible ici. Donc, la variation de quantité n'est pas constante en fait. Donc, c'est ce graphique que le prof vous a fait dans le cours qu'il faut faire en fait à ce niveau. Mais si vous l'avez expliqué, donc là, ce que j'explique, c'est qu'au fur et à mesure que la quantité augmente, la variation en pourcentage de la quantité est de plus en plus faible puisque la variation en niveau est constante. OK? Donc, aussi, au fur et à mesure que la quantité augmente, c'est-à-dire le prix diminue, les variations du prix en pourcentage augmentent puisque la variation en niveau est aussi constante. OK? Et puis, la dernière question, c'est positif. Les substituts, c'est positif. C'est pas vraiment compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières qu'on pourrait regarder? Non, pour moi, c'est correct. Merci. OK. Alors, la personne qui vient de se connecter, notre fille, Zainab, bon, nous on a fini, hein? Vous êtes venus en retard. Bon, donc, je vais essayer de regarder. Bon, je vais couper l'enregistrement. Bonjour. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous pouvez couper l'enregistrement là. C'est comme des questions personnelles par rapport à mon entrée. OK.